De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. À ma gauche, notre invité, Boubacar Diallo, entrepreneur et développeur web. Et à ma droite, mes éditorialistes, Daoud Attal et Alfred Changoué. Tout de suite, c'est le dossier du jour. On en parle depuis le début de cette semaine. L'engouement des Africains pour les réseaux sociaux n'est plus à prouver. Les Sénégalais font partie de ces Africains qui ont totalement épousé l'usage quasi quotidien, on peut le dire, de ces nouveaux rois d'Internet. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat n'ont plus de secret pour les Dakarois, au risque malheureusement de parfois les utiliser à mauvais escient. Reportage au Sénégal de notre correspondant Al-Hadj Ndiaye. Bon, aujourd'hui, en tant que jeune, on ne peut plus se faire passer des réseaux sociaux à travers comme Facebook, LinkedIn, Twitter, et ainsi de suite. L'engouement des jeunes Sénégalais sur les réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication aujourd'hui incontournables dans nos sociétés. Ils sont utilisés pour s'informer et discuter, faire de nouvelles connaissances, surtout élargir son réseau professionnel. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, Imo, Skype, Viber sont les principaux médias sociaux qui permettent d'échanger, de publier, de partager des images, des vidéos avec les amis ou encore de vendre. Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, les réseaux sociaux ont connu un progrès significatif. Les chiffres sur leur utilisation ont valeur d'exemple. Parmi les 7 millions d'internautes, près de 2 millions sont très actifs sur les réseaux sociaux, avec 96% de terminaux mobiles connectés. Si tu as un ami qui est à l'étranger, en France, en États-Unis ou partout, bon, parfois vous pouvez être en contact à travers Facebook, à travers WhatsApp, Imo, ainsi de suite. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'émettre des appels. Il vaut mieux donc d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et ainsi de suite, pour pouvoir être en contact convenablement en temps réel. Comme dans bien des pays, les motivations sont diverses. Certains sites comme Diame.com sont spécialisés dans la vente de produits vestimentaires et autres accessoires sur les réseaux sociaux. Ils font des chiffres d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA par mois grâce à leur site de vente en ligne. Nous, on a commencé le site Diame.com en 2011. En 2011, ce n'était pas un site, c'était une page Facebook. On a commencé par une page et par la suite, lorsque les choses commençaient à marcher, on a créé un site. Le scénario, généralement, comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens créent un site et lorsqu'ils veulent se rapprocher de leur communauté, ils créent également des pages Facebook. Nous, on a fait l'inverse. Ça a marché sur Facebook. On s'est dit que donc ça peut marcher sur le web. Donc cela montre l'importance et l'impact des réseaux sociaux sur la vie des gens. Les réseaux sociaux ont beaucoup apporté à ma carrière, à ma jeune carrière d'entrepreneur, de blogueuse, d'activiste. Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde. Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le Sénégal, sur les gens, sur ce qui se fait ailleurs. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Depuis quelques années, je travaille sur Internet, j'ai mes entreprises sur Internet, je suis entrepreneur, je suis blogueuse, je défends des causes. Je me bats pour les femmes, pour les enfants, pour mon pays, pour l'Afrique. Et tout ça, je le fais grâce à Internet. Si certains utilisent ces réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, Snapchat, Viber, WhatsApp ou encore Facebook pour des raisons professionnelles, d'autres par contre cherchent juste à se divertir. Cependant, ces réseaux sociaux ne sont pas utilisés que par des adultes, les adolescents et les enfants aussi s'y invitent. Ils ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de ces médias d'un nouveau genre. C'est un sérieux problème. On a vu récemment que les résultats du BFM affichent 49% de réussite. Alors dans ces 49% de réussite, je crois que c'est important, la région de Matam, c'est-à-dire une des régions de la périphérie très éloignée de Dakar, 600 km de Dakar ou peut-être plus, cette région-là a fait les meilleurs résultats au BFM. L'une des régions qui a fait les plus mauvais résultats, c'est la région de Dakar. Alors comment expliquer ce phénomène? C'est que justement, nous avons des jeunes totalement épris de réseaux sociaux qui vont vers les réseaux sociaux en n'y prenant que les aspects négatifs. Donc c'est la pornographie, c'est la criminalité, c'est la distraction à outrance, c'est des contenus qui viennent de l'extérieur. À partir de ce moment-là, vous avez des jeunes qui sont complètement dans un espace extraverti, plus connectés à l'extérieur et à l'extérieur négatif qu'à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des valeurs en tant que telles. Ainsi, la baisse de niveau intellectuel s'explique par l'utilisation permanente de ces réseaux sociaux par les mineurs. Aussi, les médias sociaux contribuent en grande partie à la propagation du narcissisme. Bien sûr, l'endroit idéal pour les jeunes cherchant à être populaires avec le fameux bouton j'aime sur Facebook, Instagram, Twitter, entre autres. Une triste réalité
Pour être populaire sur les réseaux sociaux, il faut exposer sa vie par des photos. Plus la photo est sexy, plus tu as des j'aime. Par ailleurs, une photo déjà publiée ne vous appartient plus et peut faire le tour du monde et peut être utilisée à l'insu de son propriétaire. Aujourd'hui, vous savez que lorsque vous publiez une photo sur Facebook, cette photo ne vous appartient pas. Elle appartient intégralement à Facebook. Et Facebook est loisible de faire tout ce qu'il veut avec ces photos-là. Je peux prendre le bouton j'aime, qui est un des éléments les plus banals sur Facebook parce que vous le retrouvez partout, mais c'est un des éléments qui ceinture l'ensemble de l'activité de Facebook. Il y a également ce qu'on appelle la discussion instantanée. Aujourd'hui, l'ensemble des messages privés que vous envoyez et recevez ne le sont pas. Ces messages ne sont pas privés. Nous, en tant que jeunes, nous ne sommes pas très sensibilisés. Beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux sans pour autant savoir ce que c'est vraiment. Je pense que chacun, avant d'utiliser les réseaux sociaux, devrait au moins savoir le but et ce dont, pourquoi tu es entré dedans. Aujourd'hui, les jeunes créent des groupes sur WhatsApp, Facebook ou sur Viber. La liberté d'expression est à l'honneur. Fini les tabous, les coutumes et les traditions. D'ailleurs, on y trouve une nouvelle tendance, le sexe virtuel ou sexe à l'ère du numérique avec les audios, les photos et les vidéos sexuelles explicites. Pour les observateurs, la sensibilisation des jeunes sur les réseaux sociaux est une urgence. Au Sénégal, des lois ont été promulguées en 2008. Elles prennent en charge les problèmes liés à l'utilisation des médias sociaux. Il y a tout un arsenal juridique ici au Sénégal qui a été développé au milieu des années 2000, dans les années 2007-2008. Malheureusement pour moi, ce sont des lois qui sont plus en fait répressives que préventives. Il faut vraiment travailler sur le côté préventif et le côté en fait d'accompagnement au niveau en fait des écoles, mais aussi des universités. Il y a encore très peu dans la formation supérieure, voire dans la formation dans les collèges d'enseignement moyen, des programmes liés vraiment aux médias sociaux, alors qu'ils font aujourd'hui partie de notre vie courante. Aujourd'hui, les États, notamment les États des pays sous-développés, n'ont pas suffisamment de moyens en réalité pour agir de façon active sur la façon dont la mondialité est en train de se jouer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est outiller les populations. Alors, il faut accompagner les jeunes, il faut développer des compétences de vie chez les jeunes. Comment faire déjà au niveau de la famille pour que l'individu acquiert un certain nombre de dispositions qui lui permettent de se fortifier et de pouvoir aller vers les réseaux sociaux sans pour autant être ébranlé. Donc l'idée, c'est de développer quelque part des sortes de globules blancs, si vous voulez, qui nous permettent de lutter contre les agressions qui nous viennent de l'extérieur. Parce qu'il est de la société comme de l'organisme humain. L'organisme humain a besoin de globules qui lui permettent de lutter contre les agressions microbiennes venant de l'extérieur. De la même manière, une société a besoin de globules. Alors ces globules-là, ils passent par l'éducation, par la formation. Il y a des influences considérables qui sont méconnues ou bien très souvent négligées par les jeunes. Si l'on parle de réseaux sociaux, on parle de virtuel, mais à force de les utiliser, beaucoup finissent par prendre le contenu des médias sociaux pour la réalité. Ces réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, ils occupent une place centrale dans la communication sociale et même professionnelle. Monsieur Diallo, il y a en fait deux dérives de ces réseaux sociaux, en tout cas en regardant ce reportage. La première, c'est notre image qui ne nous appartient plus en publiant toutes nos photos et toutes nos vidéos. Et puis la deuxième, ce sont ces cybercriminels qui utilisent ces réseaux sociaux comme porte d'entrée. Oui, effectivement, il faut savoir... Pas beaucoup de personnes, comme il le disait dans le reportage, sont conscientes que lorsqu'ils mettent des images sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et autres, sans le vouloir, ils acceptent que toutes les photos, toutes les publications appartiennent intégralement à Facebook et aux différents réseaux sociaux. Donc une fois que c'est en ligne, c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. Tout est conservé dans leur base de données. Et également, c'est pratiquement impossible d'effacer les traces par la suite. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait en ligne. Il n'y a pas encore de sensibilisation à ce niveau parce que les technologies, comme on le sait, ont toujours un pas d'avance. C'est très compliqué de suivre. Mais il faudrait qu'au niveau de l'école ou au niveau des parents, il y ait une sensibilisation. Alors, Daouda, surtout au niveau de l'école, parce que j'ai envie de dire, les parents, enfin moi je regarde personnellement, mes parents, ils ne savent pas utiliser ni Facebook, ni Twitter, ni même Instagram. Donc c'est vraiment au niveau de l'école que la prévention doit se faire aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est au niveau de l'école, puisque de toute façon, les enfants passent l'essentiel de leur temps aussi à l'école. Et puis, c'est là où il y a beaucoup d'influence, au niveau, avec les autres élèves, justement. Bon, comment contrôler ça, c'est très difficile. Et d'ailleurs, l'exemple que vous
le thème que vous citez, l'école et les réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'on a entendu quelqu'un dans le reportage dire qu'au niveau du BFM, c'est-à-dire avant le lycée, quand on quitte l'examen qui permet d'aller au lycée depuis le collège, les régions les plus reculées du Sénégal avaient un taux de réussite plus important. Matam, c'est très loin de Dakar, et que Dakar avait un taux de réussite très faible. Parce qu'à Dakar, bien entendu, les enfants ont le téléphone connecté, etc. Que les réseaux sociaux, ça abrutit, c'est ça? Selon le sociologue qu'on a entendu dans le reportage, il y aurait un lien entre l'accès aux nouvelles technologies et la capacité de réussir en examen, finalement. Grosso modo, on peut l'interpréter comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une influence liée au niveau des élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer à la louche comme ça. Bon, il est temps quand même d'encadrer tout ça. Alors, Alfred, fraude, espionnage, escroquerie, les réseaux sociaux servent bien les criminels. Est-ce que nos pays ont mal anticipé? Enfin, nos pays, je ne parle pas uniquement de l'Afrique, je veux dire, c'est un problème qui est quand même mondial. Oui, c'est un problème tout à fait mondial. Mais même les pays les mieux avancés, les mieux protégés, sont souvent victimes des hackers. Même le Pentagone souvent aussi victime justement de ces hackers qui arrivent à pénétrer. Donc il y a des mesures qui sont prises effectivement pour les contrer. Et souvent pour les contrer, ce sont les hackers qu'on engage justement parce qu'ils connaissent cela. Et puis, ce que les États-Unis font, par exemple, ou la CIA, le Bureau fédéral, le FBI, c'est tous les ans de recruter dans toutes les universités américaines les meilleurs étudiants qui terminent évidemment en nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce qu'il y a un enjeu majeur justement, non seulement pour la protection, la sécurité de données, mais aussi pour la sécurité des États et la sécurité des individus. Nos pays sont encore assez jeunes pour pouvoir effectivement lutter à armes égales ou efficacement contre ces genres de risques. Mais ça n'interdit pas justement qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait une politique à la fois des États, mais qu'il y ait des politiques régionales, qu'il y ait puis une politique panafricaine justement de lutte contre la cybercriminalité par exemple, en mettant en place des mécanismes, des dispositifs à la fois de suivi, par exemple, de flux d'argent ou de trafic de drogue ou de corruption, des choses comme ça, et en même temps en protégeant les données individuelles. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant que l'un des principes justement de ces médias sociaux, c'est le principe de liberté. Au fond, on n'oblige personne justement à y aller. On y va de motu proprio. Alors justement, Monsieur Diallo, vous êtes développeur web, c'est votre domaine. Comment on fait pour préserver ces espaces, ces réseaux sociaux? Pour préserver, c'est-à-dire dans le sens de... Pour éviter justement que cela devienne une porte d'entrée pour les cybercriminels. Alors, à ce niveau-là, c'est très très compliqué, puisque une fois que quelque chose est sur Internet, donc accessible par d'autres personnes, c'est relativement compliqué, voire impossible de le protéger. Comme le disait Alfred, on le voit bien, que ce soit des grandes entités comme Apple ou Facebook ou autres qui sont fait pirater à de nombreuses reprises. Donc je dirais que protéger techniquement, ça va être très compliqué. Ce qu'on peut faire en tout cas pour protéger les jeunes personnes sur l'accès aux réseaux sociaux, c'est plutôt de les éduquer, de leur faire comprendre les dangers et les problèmes qu'ils peuvent avoir en allant sur ces différents réseaux. Parce que dans la vraie vie, nos parents nous diraient qu'il ne faut pas parler aux étrangers, il ne faut pas aller voir telle personne. Oui. Dans le virtuel, c'est plus compliqué parce que la personne voit nos photos, voit nos publications, peut venir nous parler, nous donnant la sensation de nous connaître. Et donc, beaucoup se font piéger par des personnes très mal intentionnées, que ce soit des réseaux pédophiles ou même des personnes qui veulent faire des arnaques à la carte bancaire. Donc, voilà, je dirais que c'est vraiment l'implication des parents et de l'école qui peut aider à ce niveau. Daouda, Alfred parlait justement tout à l'heure de politique commune. Alors, est-ce que chaque pays doit avoir ses propres lois? On doit avoir une politique harmonisée pour tout le continent africain pour lutter contre les cybercriminels? Ce serait bien d'avoir une politique harmonisée pour tout le continent africain, mais la seule institution qui pourrait
éventuellement permettre d'arriver à ça, c'est l'Union africaine. Or, on sait très bien que l'Union africaine a quand même des faiblesses dans un certain nombre de domaines. Elle n'est pas très active dans le domaine de la cybercriminalité. Non, et puis autant la CEDEAO a fait des sommets, il y a plusieurs organisations sous-régionales qui ont initié des sommets contre ce fléau qui est vraiment très actuel en Afrique, autant l'Union africaine, on l'a très peu entendu. On l'a très peu entendu, et puis elle ne légiférera pas, puisqu'elle ne légifère pas. C'est vraiment au niveau des espaces régionaux, je pense. Donc la CEDEAO, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, fait effectivement, comme vous l'avez rappelé, des efforts importants pour à la fois promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais également sensibiliser, éduquer, etc. Et je pense que c'est ce type d'initiative qu'il faut multiplier un peu partout en Afrique, parce que bon, l'Afrique demeure le marché, le nouveau marché, celui qui est probablement le plus important aujourd'hui pour toutes ces applications, Facebook, WhatsApp, etc. Et ils vont pas hésiter à investir. L'Afrique, de la Silicon Valley, va bientôt peut-être s'installer en Afrique. Est-ce que c'est pour créer des emplois? Si c'est pour ça, je suis d'accord. Maintenant, si c'est pour divertir ou pervertir les enfants, là-dessus, ça pose problème. Et juste une petite chose que je pense qui pourrait être intéressante, puisque ces entreprises réalisent des bénéfices en Afrique à travers les applications, il y a de la publicité et tout ça. Par contre, elles ne reversent pas aux États. Elles pourraient créer des fonds auxquels elles pourraient payer des impôts, ou à la limite, on trouve un mécanisme qui permet de transférer des fonds issus de ces recettes qu'elles font en Afrique pour investir dans des programmes d'éducation. Je pense que ça pourrait être intéressant. Monsieur Diallo, c'est bientôt la fin, pas de l'ANR, mais de cette deuxième partie. Je voulais parler avec vous de vos projets africatech.com et tutoris.com. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors africatech.com, c'est une initiative que j'ai lancée donc, il y a environ 1 an. C'est né du fait que j'ai un grand amour pour l'Afrique, que ce soit pour le continent, son histoire, sa culture, mais aussi pour les technologies et l'entrepreneuriat. Donc je me suis rendu compte que dans mon quotidien, à titre personnel, je recherchais souvent toutes les innovations qui étaient faites, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc et différents pays. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant, comme le disait le jeune, de partager ça d'abord sur Facebook d'ailleurs. J'ai créé une page simplement, et là j'ai vu qu'il y a eu un engouement. Les jeunes n'étaient pas intéressés que par les clips de musique et autres. Et ils étaient aussi intéressés de voir des personnes qui leur ressemblent et qui réussissent au niveau des startups. Et du coup, j'ai monté la page Facebook et le site web maintenant qui a plus de 10 000 likes sur Facebook et 30 000 visiteurs uniques par mois. Donc ça, c'est pour faire la promotion des startups africaines. Et pour Tutoris, en fait, c'est un projet qui est lancé depuis un moment, où malheureusement je n'ai pas pu avoir le succès que j'attendais, mais qui reste quand même intéressant. Donc je l'ai cofondé avec une autre personne d'origine marocaine. Et donc là, le principe, c'est avec des tutoriels vidéo très courts, de se former sur les réseaux sociaux, sur la création de sites web, sur les Microsoft Excel, Word, PowerPoint, etc., pour avoir du travail ou même se lancer à son compte. Et donc là, les vidéos sont très courtes, elles sont gratuites et accessibles pour tout le monde. Merci Monsieur Diallo, c'est la fin de cette deuxième partie. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour la troisième partie économique de l'Africa Newsroom. À tout de suite.